On va décrypter aujourd'hui une crise qui est en train de secouer toute la planète. On a d'un côté un conflit au Moyen-Orient, de l'autre un point de passage maritime stratégique complètement bloqué, et au milieu de tout ça, une fracture totalement inattendue au sein du monde occidental. Le tout premier signe de cette crise, celui que tout le monde peut voir et ressentir, c'est ce chiffre. Pour la première fois depuis des années, voilà que le baril de pétrole vient de repasser la barre, la fameuse barre symbolique des $100. Et bien sûr, cette envolée des prix, on la retrouve directement à la pompe. Alors la question est sur toutes les lèvres. Pour comprendre, il faut qu'on remonte ensemble à la source de cette véritable panique qui a saisi les marchés de l'énergie. Alors attention, on ne parle pas d'une petite augmentation passagère. Non, là, on est face à un choc d'une ampleur vraiment historique qui est en train de frapper le marché mondial. Regardez bien ça, en à peine un mois, le prix du Brent a grimpé de presque 50%. C'est une hausse absolument fulgurante qui nous montre bien qu'il y a une tension extrême sur l'approvisionnement en pétrole. Et ce n'est pas juste une façon de parler. L'Agence internationale de l'énergie le dit noir sur blanc. Cette guerre au Moyen-Orient est en train de créer la plus grande rupture d'approvisionnement de toute l'histoire du marché pétrolier. C'est vraiment l'ampleur de cette rupture qui affole tout le monde. Bon, alors d'où vient cette rupture? En fait, tout se joue sur un seul et même point géographique, une sorte d'artère vitale pour l'économie mondiale qui aujourd'hui est sous une tension maximale. Voilà le cœur du problème, le détroit d'Ormuz. C'est un couloir maritime incroyablement étroit. Et par là, transite 1/5 de tout le pétrole consommé dans le monde. C'est ce qu'on appelle un choke point, un point d'étranglement. S'il se ferme, c'est l'économie mondiale tout entière qui retient son souffle. Et voilà comment ce goulot d'étranglement s'est pratiquement refermé. Tout s'est enchaîné très vite. Fin février, les frappes commencent. La riposte de l'Iran est quasi immédiate et vise le trafic des pétroliers. Puis, les attaques de drones sur les infrastructures voisines ont ajouté une couche de chaos, ce qui nous amène à la situation actuelle, un blocus de fait. Face à ce blocus, évidemment, Washington a réagi. Sauf que la réponse à cette réaction a révélé quelque chose de complètement inattendu sur le plan politique. En gros, l'appel du président américain est resté lettre morte. Pourtant, la demande de Donald Trump semblait claire. Il a demandé aux nations qui dépendent le plus de ce pétrole de se joindre à une coalition militaire pour sécuriser la zone, en insistant bien sur le fait qu'il s'agit avant tout de protéger leurs propres intérêts. Mais là, surprise totale, la réponse des alliés les plus proches de Washington a été un non presque unanime. Et ça révèle une profonde fracture au sein du bloc occidental. Le décalage est assez fou. D'un côté, on a une demande américaine très directe, formons une coalition militaire. Et de l'autre, une réponse quasi générale des alliés qui se résume à de l'hésitation, de la prudence et parfois même un refus pur et simple. La déclaration allemande, elle, résume parfaitement le sentiment général en Europe. Le message, il est double. D'abord, ce n'est pas une mission pour l'OTAN. Et surtout, le point crucial, les États-Unis ne nous ont pas consultés avant de se lancer là-dedans. C'est vraiment ça, le fond du problème. Et ce n'est pas juste l'Allemagne, l'hésitation est partout. Du Japon au Royaume-Uni, les alliés traditionnels, ils déclinent poliment l'invitation ou ils gagnent du temps. Résultat, Washington se retrouve drôlement seul sur ce coup. Forcément, cette division politique, elle a des conséquences économiques immédiates et elles sont lourdes. Alors la question c'est, qui paye l'addition de ce blocus et de cette mésentente? Dans une crise comme celle-ci, il y a toujours des gagnants et des perdants. D'un côté, les gagnants probables, les pays producteurs de pétrole qui ne sont pas dans le Golfe et qui voient leurs revenus s'envoler. De l'autre, les perdants qui sont beaucoup plus nombreux. Les pays importateurs comme l'Europe ou le Japon, toute l'industrie du transport et au final, nous tous, les consommateurs. Si on veut comprendre à quel point certains pays sont vulnérables, il suffit de prendre l'exemple du Japon. Presque les 2/3 de tout son pétrole passent par ce fameux détroit. On imagine facilement l'impact catastrophique qu'un blocage qui dure pourrait avoir. Et l'impact ne s'arrête pas là, c'est un effet domino. L'arrêt du trafic fait exploser les coûts d'assurance pour les quelques navires qui osent encore passer. La production pétrochimique qui baisse, ça perturbe les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Les vols annulés font grimper le prix du kérosène partout. Et à la fin, ce choc sur l'énergie alimente l'inflation et fait planer la menace d'une récession mondiale. Devant une menace pareille, les grandes puissances essayent de réagir. Mais la réponse n'est pas militaire, elle est économique. C'est une tentative, presque désespérée, pour calmer le jeu sur les marchés. Et cette réponse, elle tient en un seul chiffre, 400 millions. C'est le nombre de barils de pétrole que les pays de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques. C'est un volume absolument sans précédent, sorti de ces stocks d'urgence pour essayer de compenser la perte. Mais ça soulève une question essentielle, non? Est-ce que cette injection massive de pétrole peut vraiment suffire, ou est-ce que ce n'est finalement qu'une simple rustine qu'on pose sur une fracture géopolitique bien plus profonde entre les États-Unis et leurs plus vieux alliés?
La réponse à cette question, c'est sans doute elle qui décidera de la santé de l'économie mondiale dans les mois à venir.